Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle émission de 58 minutes en direct de nos studios à Montcarré, en Dordogne. Merci à Gérard d'être là à la vidéo et Jean-Yves à la technique. Et merci à monsieur le maire de Castillon-la-Bataille d'honorer de sa présence dans nos studios monsieur Jacques Brillat. Nous allons converser pendant 58 minutes et quelques. On n'est pas non plus à une minute près, malgré que nous ayons quelqu'un de spécialiste sur le temps à côté. Alors, vous êtes maire de Castillon depuis déjà pas mal de temps. Ça fait votre deuxième mandat. Le premier était en 2014. Vous avez été brillamment réélu, puisque vous m'avez indiqué 76%. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de maires dans la région qui puissent prétendre à un tel pourcentage à un deuxième tour. D'abord, merci de m'inviter ce soir pour échanger avec vous. C'est toujours un plaisir, surtout de participer à une émission radio comme la vôtre. Effectivement, réélu avec un score important. Vous savez, ce qui est formidable dans le mandat de maire, qui reste d'ailleurs pour nous tous souvent le plus beau de tous les mandats, même quand on en a plusieurs, ce qui est mon cas, c'est que vous êtes en prise directe avec les habitants, dans la proximité. Alors vous l'êtes pour le meilleur, parfois pour le plus difficile. À portée d'engueulade, dit le président du Sénat, nous concernant. Mais vous êtes aussi dans cette relation de proximité qui nécessite un engagement total. Et quand les gens, les habitants, les citoyens perçoivent que vous êtes sur le terrain, que vous avez des projets, que vous faites preuve d'empathie, d'écoute, c'est bien, ils vous le rendent. C'est un mandat où il n'y a pas d'ingratitude, le mandat de maire. Alors ça fait déjà un petit bout de temps que vous êtes dans la politique, dans l'élection. Vous venez de Bordeaux. Vous avez été très proche de Alain Juppé, je crois bien. Oui, j'ai été proche d'Alain Juppé. Vous êtes venu comment dans la politique? Alors, ça vous a pris comment? Alors, ça m'a pris très tôt. Ça a effrayé d'ailleurs mes parents à l'époque, qui se disaient mais qu'est-ce qu'il va faire dans cette histoire? Parce que je ne suis pas issu d'une famille de militants. Et donc, j'étais à l'époque en Basse-Normandie, parce que ma famille était installée en Basse-Normandie, et j'ai commencé à militer à l'âge de 17-18 ans, à l'entrée de l'université. J'ai pris des responsabilités dans les groupes de jeunes, etc. Et puis c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. J'ai été d'abord élu dans les conseils d'université, comme représentant de mes pairs étudiants. Et puis chemin faisant, bien les choses se sont faites assez naturellement. Et alors en 1988, je suis arrivé à Bordeaux. Et j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque, j'ai rattrapé une filière Sciences Po à Bordeaux, et j'ai eu la chance de rencontrer Gérard Castagnera, qui était le maire de Talence, voilà, qui a été un peu mon mentor, et qui m'a donné envie. Et puis ensuite, malheureusement, il était député, et puis malheureusement, il est décédé. Et j'ai été élu la première fois en 1995 dans l'équipe d'Alain Casabonne à la mairie de Talence, et j'ai fait 2 mandats à Talence jusqu'en 2007 et un mandat dans l'équipe d'Alain Juppé à la métropole. Voilà ce parcours de terrain. Bon, il me semble, dans les renseignements que j'ai essayé d'obtenir sur Internet, comme activité professionnelle, vous faites quoi? Parce qu'il y en a qui se posent des questions. J'ai coutume de dire j'avais un métier. Donc je suis enseignant universitaire. J'ai travaillé longtemps à l'université de Bordeaux, plus particulièrement à l'IAE de Bordeaux. J'ai dirigé pendant presque une quinzaine d'années un Master 2 qui était consacré à la gestion des organisations et à l'intelligence économique, c'est-à-dire au système d'information dans les entreprises, aux problèmes de concurrence, etc. Et puis j'ai fait le choix en 2021 de cesser mes activités professionnelles, puisque j'exerçais à mi-temps à l'université pour enseigner, et j'avais aussi des fonctions de conseil en entreprise. Et j'ai fait le choix d'arrêter, un choix contraint et un choix de responsabilité, parce que quand vous commencez à détenir plusieurs exécutifs et que vous êtes engagé, j'avais peur de mal faire les choses, et je pense qu'il faut faire des choix. Et donc, du coup, depuis 2021, je me consacre intégralement à mes mandats, ce qui m'occupe largement compte tenu des responsabilités qui sont les miennes. Voilà. Alors on a commencé à planter une partie du décor, monsieur le maire. Pourquoi avoir choisi Castillon-la-Bataille? Vous auriez peut-être pu aller... On vous a demandé d'aller sur ce terrain-là. C'est un choix qui est un choix qui résulte du fait qu'à un moment de ma vie, dans le cadre du parcours résidentiel qui était le mien, avec mon épouse à l'époque et mes enfants, nous avons fait le choix de venir vivre à la campagne.
Et j'avais une résidence secondaire à côté de Castillon. D'accord. Et donc je suis venu m'installer et ma résidence secondaire est devenue ma résidence principale. D'accord. Et à l'époque, je suis donc allé voir Alain Juppé pour lui dire que, voilà, naturellement, étant parti, je démissionnais de mes mandats. Et Alain Juppé, qui est parfois a un certain sens de la politique quand même, il s'est dit, mais j'ai pensé à quelque chose pour toi. Et, je ne savais pas. Il me dit, voilà, il y a des élections départementales, cantonales à l'époque, qui vont avoir lieu. Je ne vous cacherai pas que personne ne voulait y aller. C'est quand même très compliqué d'aller en face de... À l'époque, c'était Guy Marty, le maire de Sainte-Terre, qui était très installé. Il m'a dit, mais toi, tu vas y aller, et puis tu auras le soutien de tout le monde, et puis voilà. Et donc, j'ai fait ma première campagne électorale en 2014 à Castillon. Je n'étais pas nécessairement fléché pour partir au municipal, j'étais surtout le candidat de la droite et du centre contre Guy Marty. J'ai pris, ce qui était prévisible, mais enfin... J'ai pris une très belle raclée au premier tour, j'ai dû faire 33 ou 34% des voix, mais le même jour, je me suis retrouvé, parce que le maire de l'époque, enfin mon prédécesseur, souhaitait que je l'accompagne, je me suis retrouvé premier adjoint à la mairie de Castillon, puisque le même jour, j'ai été battu au cantonal, et par contre, nous avons été élus liste entière en 2008 à Castillon-la-Bataille, et donc c'est comme ça que je suis arrivé à Castillon. Bon, Guy Marty, à l'époque, du reste... n'avait pas très bien accepté votre victoire au départemental. Enfin, Alors, il y a eu 2 rounds, en fait. Le premier, en 2008, il a gagné au premier tour. J'ai donc appelé pour le féliciter, d'ailleurs, parce que j'estime que c'est normal. Et puis, il y a eu le match retour. Et le match retour, c'est en 2015. Et en 2015, les cantons ont été redécoupés. Et puis, je suis parti en binôme avec Liliane Poivert, qui est maire de Saint-Pé-de-Casté, qui était conseillère départementale sortante, conseillère générale sortante. On a mené une excellente campagne et on l'a emporté à un demi-point devant Guy Marty. Et je l'ai trouvé beaucoup plus enclin à accepter les victoires que les défaites. Mais ça, les hommes sont ainsi. Bien. Alors, vous avez été donc élu à votre deuxième mandat de maire il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 2020. Oui. Vous avez un conseil municipal de 23 membres. Oui. 11 femmes et 12 hommes. Oui. Je ne me trompe pas. Vous avez une petite opposition. Oui, j'ai deux collègues d'opposition qui sont là, qui portent la voix de la pluralité au sein du conseil municipal. Une très belle équipe avec des gens très engagés. Pour une partie d'entre eux qui ont fait un premier mandat avec moi, donc qui ont pu aussi se frotter à la réalité des collectivités et à la conduite des projets. Et puis des nouveaux aussi, parce que j'ai souhaité intégrer largement des personnes nouvelles qui viennent, je le dis, d'horizons politiques différentes, de strates de métiers différents, d'âges différents. Parce que je suis très attaché à ce qu'on est, et de quartiers différents aussi, parce qu'il faut aussi que les quartiers soient représentés. Et donc on a constitué une très belle équipe pour travailler ensemble. Et ce qui prédomine dans cette équipe, c'est la volonté forte que chacun a de cheviller, de mener à bien le projet de revitalisation de notre centre-bourg. Voilà. Vous êtes arrivé sur un terrain de gauche, puisque le Parti Socialiste a tenu cette commune pendant des années. Avant, c'était l'UDF, avec, vous voyez... Jacques Boyer-Andrivet. Voilà, que j'ai bien connu. Bon, Castillon, c'est quand même... il faut qu'on passe par là dans notre interview, mais Castillon, c'est pas une ville facile. Castillon, c'est une terre de mission. C'est à la fois une ville magnifique, si vous la connaissez, j'imagine que vous partagez mon avis, architecturalement très belle, de beaux monuments. Quel endroit quand même, de beaux monuments. Les façades sont belles. Je reviendrai là-dessus. Ça dépend aussi des endroits. Non, on a très belle architecture. On a les bords de Dordogne, on a les coteaux derrière. Il y a un Castillon de carte postale. Mais c'est aussi une commune qui s'est paupérisée, qui s'est dépréciée, dévalorisée pendant des années, parce que elle a connu ce scénario au fil de l'eau qu'ont connu beaucoup de communes rurales en France, avec des difficultés supplémentaires la concernant. De dégradation de l'habitat, et puis un modèle économique qui a changé avec l'arrivée de nouvelles populations dans le centre-ville, avec une paupérisation, mais aussi derrière la difficulté d'intégrer des personnes. Et vous savez, quand vous mettez toutes les difficultés sociales au même endroit, vous récoltez ce qu'on a connu. Et quand vous avez 25%... Non, mais vous avez été très courageux.
Je ne sais pas si je suis courageux, je crois au projet de ma ville, en fait. Moi, je ne la vois pas telle qu'elle est, en fait. J'en connais toutes les réalités. Oui, mais vous savez quand même comment on parle de Castillon-la-Bataille. Oui, mais ça changera. C'est à nous de faire en sorte que ça change. Avant que les images se retournent, il faut du temps. Et surtout, si on veut qu'une image se retourne, il faut des réalités posées. Voilà. Et le projet de revitalisation de notre centre-bourg, c'est la réalité d'un travail sur le fond de 10 années à venir, avec 16,5 millions d'euros de financement public sur la rénovation des îlots dégradés, des quartiers dégradés. On va même détruire des immeubles pour aérer un peu l'urbanisation. 120 logements qui seront reconfigurés avec une opération de programmation de l'habitat au niveau thermique. Ça, c'est pour 2032, je crois. C'est pour 2032, mais la conférence des financeurs avait lieu récemment, donc tout ça est posé. On passe à la région en plénière très prochainement, la prochaine plénière de novembre. Nous serons la première commune de Nouvelle-Aquitaine à signer un contrat opérationnel avec la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on a 30 000 m² d'espace public qui vont être retravaillés et 600 m² de commerce qui seront aussi retravaillés. Ça fait 16,5 millions d'euros. Ce qui est assez surprenant du reste, parce que dans les communes avoisinantes, même peut-être un peu plus loin, mais Sainte-Foy-la-Grande, je prends un exemple, où le commerce se meurt. On ne peut pas, quand vous prenez la rue de la République, les magasins se ferment les uns après les autres. Et à Castillon, non, vous trouvez, vous, des nouveaux commerces qui ouvrent. Comment faites-vous ? On a ouvert 24 nouvelles activités en 2 ans. Et c'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'on a une démarche qui consiste à accompagner les porteurs de projets, à aller les chercher. On a identifié très précisément avec la Chambre de commerce les paniers disponibles, paniers moyens disponibles, produit par produit. Et on s'est aperçu qu'en fait, nous pouvions reconquérir de la clientèle de centre-ville parce que un certain nombre de besoins n'étaient plus présents dans le centre-ville. Et donc, avec le manager de commerce, on est allé identifier, alors qui, un photographe, un poissonnier... Qui était présent autrefois. Qui était présent autrefois, vous avez raison. Un réparateur de téléphone, un restaurant, un bistrot portugais, épicerie, auquel j'ai déjeuné ce midi. Il a ouvert hier, qui s'est installé dans la rue principale. Vous avez l'air en pleine forme. Mais je suis en pleine forme. J'ai mangé de la bacalao, j'ai bu du vigno verdé, tout va bien. C'est formidable de voir qu'on peut y arriver. Mais seulement, peut-être par rapport à d'autres territoires, Castillon n'a pas fait le choix d'une urbanisation commerciale de périphérie démesurée. Par rapport au territoire dont vous parliez précédemment. Oui. On a un équilibre grande distribution commerce de centre-ville qui s'est posé avec une enseigne importante à Saint-Magne de Castillon qui fait son travail. Il y a de la place pour la clientèle. Oui, mais là c'est Saint-Magne, c'est plus Castillon. Oui, mais c'est en périphérie. Après, j'ai 2 supermarchés, 2 moyennes surfaces de centre-ville qui sont aussi des moteurs. J'ai un Weldom, un Brico, voilà. Bon, donc ce qui fait l'attractivité d'un centre-ville quand on vient y faire ses courses, c'est évidemment la diversité de l'offre. Il faut pouvoir avoir des commerces différents et puis l'alimentaire qui est aussi un élément moteur en termes d'intérêt pour le parcours marchand. Voilà. Donc on a fait ce travail. On aura prochainement aussi une épicerie, non pas une épicerie, mais un vendeur de légumes bio qui va ouvrir avec des circuits courts. Et ça, c'est dans le cadre de Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Oui, on va en parler. Et donc, on a réussi comme ça à avoir ces activités. On a resserré le parcours marchand parce qu'il y a des lieux où on ne retournera pas. Il y a des lieux qui ont été des lieux de commerce dans Castillon qui ne deviendront jamais des lieux de commerce. Donc on a resserré notre parcours marchand et donc l'idée c'est ça, vous le décidez comment ? On le décide à travers des études qu'on a conduites avec la Chambre de commerce. Et donc, on fait le choix, par exemple, sur le bout de la rue Victor Hugo, la rue principale commerçante, de se dire, ce bout de rue n'est pas aujourd'hui adapté à la remise en commercialisation des locaux. Et donc, on fait le choix plutôt de reconquérir la partie qui va vers la place et les allées de la République. Et puis en bas, on a un très beau commerce aussi qui s'est installé sur la place du 14 juillet, à l'entrée de Castillon, sur le bas, qui n'était pas nécessairement une zone auparavant où il y avait beaucoup de commerce, mais ça s'est créé là. Et donc, le maire, il doit être avec les équipes municipales et puis le manager de centre-ville à la manœuvre pour faire en sorte qu'on ce sont deux postes que vous avez créés récemment. Oui, vous avez raison de le souligner parce qu'on est dans une commune de 3200 habitants, donc il faut tout remettre en perspective. Vous n'avez pas une armée de cadres salariés pour pouvoir gérer tout ça. Mais moi, j'ai eu la chance, après avoir conduit des études de diagnostic
préopérationnel de revitalisation de Centrebourg en 2017, c'était une analyse de la situation, d'avoir le soutien de la région, du département et de l'État pour engager des démarches avec de l'ingénierie, c'est-à-dire des spécialistes qui sont venus, dont les salaires, je le dis, sont payés par les collectivités aussi qui nous soutiennent. Sinon, la ville n'aurait pas pu le faire toute seule. Et donc, j'ai un directeur revitalisation de Centrebourg et un manager de commerce des centres-villes. Et j'ai une personne aussi qui est financée par l'Agence nationale de l'habitat pour lutter contre l'habitat indigne. Voilà. Donc, c'est pour nous très important. On avait besoin d'avoir Vous n'avez pas trop de boulot dans ce domaine-là? Si, j'ai du boulot, bien sûr, j'ai du boulot. J'ai des marchands de sommeil. J'étais en visite de quartier samedi matin. Je fais une visite de quartier par mois. Je vais au-devant des quartiers et des habitants. Je peux vous dire qu'il y a des immeubles dans lesquels vous rentrez. Vous n'avez pas envie d'y rester très longtemps. Voilà. Et donc, il y a tout un travail de contrainte aussi qui est mis sur certains propriétaires qui sont des propriétaires qui ne se comportent pas bien. Voilà. Donc, permis de louer. Il y a des amendes préfectorales. C'est un véritable combat, mais il faut aussi mettre chacun devant ses responsabilités. On a trop eu à Castillon tendance à avoir, vous savez, cette économie de la misère. Hein. L'économie de la misère, c'est quoi? On en voit encore quelques traces. Bah, bien sûr, donc on va chercher les travailleurs étrangers qui sont payés en étant déclarés ou pas, qui sont logés en étant déclarés ou pas, et dont on ne se soucie pas du tout, parce qu'en fait, derrière, c'est d'ailleurs leurs propres compatriotes parfois qui les exploitent. Et donc, on a cette économie de la misère. Et c'est ça qu'il faut casser, c'est ça qui est compliqué. Et donc, il faut mettre la pression sur les gens indélicats. Il en existe. Heureusement, il n'y a pas que ça. Mais j'ai un véritable enjeu sur ces questions, oui. Je vous rappelle que dans l'émission de ce soir, de 58 minutes, je reçois Jacques Bria, qui est le maire de Castillon-la-Bataille, qui est président aussi de la CDC. Vous êtes président aussi d'une autre structure qui est le pôle territorial du Libournais, et j'en oublie peut-être. Et conseiller départemental. Et conseiller départemental. Je préside le groupe d'opposition au département, le groupe de la droite et du centre. Voilà. D'accord. Vous dormez la nuit quand même? Je dormais peu. J'ai la chance de ne pas dormir beaucoup. J'ai coutume des fois de dire, mais pour sourire à mes collaborateurs, que la nuit est un jour comme les autres. Et ça les fait pas toujours rire. Mais j'ai surtout la chance d'être animé par une véritable passion et de faire ce que j'aime en fait. Vous savez, ça donne beaucoup d'énergie, c'est comme vous pour la radio. Oui. Et voilà, quand on est passionné, on compte pas ses heures, on est des fois un peu déraisonnable, alors il faut que de temps en temps la famille vous dise, il faut se calmer un peu, mais voilà, parce que je crois complètement au projet que nous avons monté. Et puis, je me suis rendu compte aussi, alors évidemment, il y a la question du cumul des mandats, qui est toujours une question posée par nos concitoyens. Mais je me suis rendu compte que... Pas toujours bien vu, du reste. Hein. Pas toujours bien vu. Faut être objectif. Mais je peux vous dire que dans un système décentralisé, avoir quelques mandats locaux complémentaires, c'est un grand avantage. Parce que quand vous montez un projet, eh bien, vous avez la capacité d'aller chercher des financements, des politiques publiques, au département, à l'intercommunalité, à la commune. Oui, et vous donc, connaissez les portes. Exactement. Oui, bien sûr. Et donc, voilà. Après, c'est une gestion évidemment très sportive et dense de l'emploi du temps, de l'agenda. Je voudrais qu'on revienne. Vous avez pris un engagement sur le chômage à Castillon-la-Bataille. Vous voyez ça comment? Quelles solutions quelles sont les solutions qui vont tomber là dans les semaines, les mois, les années Alors, vous avez un taux de chômage de combien? On a un taux de chômage de 27%, qui comprend 25% d'allocataires du RSA, c'est-à-dire des taux les plus importants de Gironde. Et ce taux de chômage, je le dis, il monte à 41% lorsqu'il s'agit des 18 à 25 ans. Donc on a non seulement un chômage important, un chômage de longue durée, ça c'est une première partie de choses qu'on veut traiter, mais on a aussi un chômage évidemment qui touche particulièrement les jeunes de ce territoire, pour tout un tas de raisons que je pourrais expliquer. La première étant la déscolarisation très tôt de ces jeunes, puisqu'ils quittent l'école à 15 ans, qu'un certain nombre d'entre eux, pas tous heureusement,
Les filles sont d'ailleurs souvent plus sérieuses que les garçons sur le plan scolaire en ce qui concerne le local pour moi. Mais un certain nombre d'entre eux, malheureusement, ne poursuivent pas par des formations professionnelles, ce qui pourrait être un débouché, n'ont pas envie d'aller travailler comme leurs parents dans les vignes parce que ces métiers sont difficiles. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus, ils sont malheureusement réservés à des travailleurs étrangers. Et ces jeunes ont un peu tendance à vivre, ici comme ailleurs d'ailleurs, d'expédients. Et ces expédients sont souvent des petits trafics auxquels ils se livrent. Et oui, malheureusement, vous avez fait, non pas la une des médias sur le plan national, mais enfin, bon, il y a des grandes télés comme TF1, par exemple, est venu en reportage sur votre commune par rapport à la drogue. Oui, ils étaient les mots qu'il faut. Plus justement, ils étaient ce reportage qui a beaucoup tourné, qui continue de tourner d'ailleurs, était un reportage C8 qui était un reportage sur le Libournais, mais il y avait un passage sur Castillon-la-Bataille qui était extrêmement inquiétant. J'ai d'ailleurs sollicité le rédacteur en chef de cette chaîne de télévision au fin d'arrêter de passer le reportage, parce que comme il le passe régulièrement, les gens pensent que c'est encore le cas, et c'est assez embêtant. Donc on a ce chômage des jeunes, et puis ensuite on a la problématique très forte à laquelle on s'est attelé, c'est le chômage de longue durée. Plus de 18 à 24 mois, donc avec des gens qui parfois d'ailleurs ont quitté l'emploi depuis plusieurs années. Vous avez fait un calcul, excusez-moi de revenir là-dessus, mais vous parlez des étrangers. Oui. Est-ce que les chômeurs étrangers sont plus nombreux que les chômeurs nationaux, quoi? En fait, j'ai 18% d'étrangers sur ma ville. Quand on dit 18% d'étrangers, c'est 18% de non-nationaux, puisque on ne fait pas de statistiques ethniques, on est bien d'accord. Ce sont des gens qui n'ont pas la nationalité française. Vous savez, les gens qui sont sur ma ville et qui sont étrangers, la plupart d'entre eux, ils travaillent, en fait. Ils travaillent dans les vignes. Ils se lèvent le matin, ils vont travailler et ils sont là. Je ne parle pas des gens en situation irrégulière, il y en a ici comme ailleurs, il y en a plein dans le Libournais. Mais oui, parce que quand on traverse Castillon-la-Bataille, bon, on ne va pas, ne vous inquiétez pas, on ne va pas... Non, je vous en prie. J'ai l'habitude, vous savez. Je suis blindé. Parler de ça pendant je suis blindé. Pendant 45 minutes, mais c'est une réalité. Oui, quand on traverse Castillon-la-Bataille, c'est pas inquiétant, mais pas loin, quoi. Vous avez des endroits dans Castillon-la-Bataille où il y a eu des histoires où des jeunes filles ne pouvaient même pas passer sur un côté du trottoir. Il y a ici, comme ailleurs, je le dis, parce que moi j'ai aussi vu la réalité de ce que sont les quartiers difficiles en zone urbaine, il y a ici, comme ailleurs, des difficultés de ce type. Simplement, la résonance n'est pas la même. Quand vous allez dans des quartiers urbains, vous savez que ça existe, c'est extrêmement choquant, mais ça reste dans des quartiers urbains. Oui. Ce qui est très compliqué à gérer sur une petite commune comme la mienne, c'est la résonance sociale que ça peut avoir. Et après, il faut faire très attention de bien regarder les bonnes réalités. Parce que moi, le soir, quand je me déplace dans ma ville, je vois ces phénomènes d'occupation du domaine public. Parce qu'en fait, vous avez tous ces jeunes qui sont sur la place. Je peux vous garantir que ces jeunes ne sont pas des étrangers. Ils sont à 90% nés à Libourne, à l'hôpital de Libourne. Ce sont des jeunes de 2e et de 3e génération qui ont quitté l'école. Et la réalité de ma ville, en ce qui concerne les incivilités, elle est là, en fait. Une grande partie de ces jeunes qui sont complètement déboussolés, qui ne vivent, pour certains d'entre eux, je l'ai dit, que de trafic, qui se comportent très mal avec les femmes, parce qu'ils sont dans une culture qui n'est absolument pas adéquate avec les règles de société. Ils sont des maghrébins, monsieur le maire. Ce sont des jeunes français d'origine maghrébine, oui. Voilà. Et la question qui est posée à notre République et à nos territoires, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes ? Parce que j'entends parfois, vous savez, on va se parler avec la plus grande franchise. Oui. J'entends ces gens qui viennent me dire, il faut les renvoyer chez eux. Ben moi, je ne sais pas où je renvoie les gens qui sont nés à Libourne, ou peut-être à Libourne. Une fois, j'ai dit au maire de Libourne, je vais les renvoyer à Libourne, puisqu'ils sont tous nés à l'hôpital public de Libourne. Et donc, nous avons cette difficulté à Castillon comme ailleurs, qui est une difficulté d'intégration de jeunes qui ont un pied d'un côté et un pied de l'autre, qui ne savent pas où ils habitent, qui parfois n'ont pas reçu non plus de la part de leur environnement des codes qui leur permettent d'être des gens qui sont dans la civilité.
Et la République a ce défi à relever. Et ce n'est pas un défi simple, à Castillon comme ailleurs d'ailleurs. C'est un défi qui est compliqué. Donc quels sont les cadres qu'on peut donner? Quelles sont les références qu'on peut donner? Comment on peut donner envie de retravailler ou de travailler à des jeunes qui ne travaillent pas? Alors je vois des exemples, parce que vous savez, l'intérêt quand on est maire, c'est qu'on voit les jeunes de leur plus jeune âge. Vous savez, je suis arrivé, j'ai été élu en 2008 la première fois. J'ai des jeunes, je les ai connus à l'école primaire, quand je les ai vus. Et je les vois évoluer. Et je vois bien que certains d'entre eux ne prennent pas les bons chemins. Alors de temps en temps, ils ont cette phase un peu adolescente de rébellion, d'esprit grégaire, de troupe, de mauvais comportements. Certains d'entre eux, parfois, se marient, fondent des foyers, deviennent un peu plus stabilisés, reprennent le travail. C'est un message positif, tant mieux. Moi, je crois beaucoup à l'intégration par le travail. Mais ce n'est pas le cas de tous. J'ai aussi, je le dis parfois avec sourire à notre sous-préfet, des clients fidèles et réguliers. Parce que je fais le rappel à l'ordre, donc j'ai fait des centaines de rappels à l'ordre depuis que je suis maire. Dès qu'il y a des incivilités, que je peux les constater, que je peux identifier les contrevenants, je les convoque en mairie, je fais les procédures de rappel à l'ordre officiel avec le procureur de la République, avec le parquet de Libourne. Et donc... Alors voilà. Cette délinquance baisse, diminue à Castillon-la-Bataille, la drogue, alors, on en parle moins. Je n'ai pas beaucoup de délinquance d'atteinte aux biens ou aux personnes. D'accord. Donc vous pouvez vous promener dans Castillon sans aucun souci. En revanche, j'ai de la délinquance liée au trafic de stupéfiants. Voilà. Et c'est évidemment quelque chose qui est regardé avec beaucoup d'attention par les services de l'État. On a régulièrement des opérations anti-drogue, mais vous savez, on a aussi un couloir de la drogue là, dans la vallée de la Dordogne, qui ne concerne pas que Castillon. Bien sûr. Libourne, Castillon, Sainte-Foy, Bergerac, même Bergerac. Et donc, les forces de gendarmerie et la police judiciaire conduisent des enquêtes. On met généralement entre 12 et 24 mois pour boucler des enquêtes sérieuses pour démanteler les trafics. On en démantèle. Et évidemment, vous savez, c'est l'hydre à plusieurs têtes. Vous avez à peine décapité le réseau, que le réseau se reconstitue et que voilà. Alors, s'il y a aussi de l'offre de drogue, c'est parce qu'il y a de la demande aussi. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a aussi des gens qui consomment. S'ils ne consommaient pas, on n'aurait pas ces difficultés. Et donc, c'est toute la complexité de ces situations qui sont au vu et au su de chacun. Parce qu'en fait, c'est ça l'effet extrêmement délétère et négatif. C'est que ce sont des trafics qui aujourd'hui, mais dans d'autres pays, pas qu'à Castillon, se passent souvent sous les yeux médusés des citoyens honnêtes, qui passent à côté, qui se disent « mais comment c'est possible ?» Alors, vous entendez ça, et il faut comprendre, si je fais un petit excès de vitesse, eh bien oui, c'est souvent l'exemple que vous donnent les gens, je vais être pris à 55 au lieu de 50, et je vais être, voilà, et je vais payer mon amende, et je suis, voilà. Et à côté de ça, je vois ces trafics au vu et au su de tout le monde. Alors, heureusement, il y a des opérations de gendarmerie, il y a des opérations anti-drogue, des OAD avec la compagnie de Libourne qui sont conduites. Il y en a régulièrement. Mais je vous dis, c'est une lutte sans fin. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne faut pas la mener. C'est important de la mener, mais c'est parfois une lutte sans fin. Et un peu désespérante de voir qu'il n'y a pas d'autre perspective pour ces jeunes que de s'adonner à ces trafics. Voilà. Bon, alors vous préconisez donc une diminution du chômage pour 2032. Vous vous êtes donné sûrement un objectif ? Oui, j'ai un objectif très clair sur le chômage de longue durée. Donc on a candidaté pendant 4 ans avant d'être admis, première commune de Gironde à être admis dans l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Alors c'est quoi un sacré challenge quand même. C'est quoi cette expérimentation? Vous allez comprendre en fait, c'est pour ça que j'ai voulu y aller. Cette expérimentation elle consiste à dire, voilà, aujourd'hui on a des personnes, en l'occurrence à Castillon il y en a 468, au moment où on a fait le diagnostic, qui sont chômeurs de longue durée. Les chômeurs de longue durée aujourd'hui, ils sont indemnisés par différentes voies. Ça peut être les allocations familiales, le RSA, etc. etc. Ben, au lieu de continuer à verser ces allocations sous cette forme, on va mettre ces allocations passives dans une caisse nationale qui s'appelle un fonds d'expérimentation. Et avec ça, pour ceux qui le veulent, hein, je n'ai jamais obligé des gens à retravailler, ils ne veulent pas travailler, hein, je ne sais pas faire. Mais pour ceux qui veulent travailler, on va considérer qu'aucune personne qui a envie de retravailler ne doit être écartée de l'emploi, parce qu'en fait, ce n'est pas le travail qui manque, c'est l'emploi qui manque. Et donc, dans une entreprise à but d'emploi, on finance des postes en contrat à durée indéterminée pour remettre au travail des personnes qui sont au chômage de longue durée. C'est ça.
moi je trouve que c'est très, très intelligent, puisque ça permet aux personnes de reprendre une activité, de reprendre un rythme de travail, de se réinsérer, de changer le regard aussi des gens sur le demandeur d'emploi de longue durée. Et puis, il s'agit bien, je le précise, de personnes volontaires pour retravailler. Voilà. Alors, quelle sera la différence, justement, entre la personne volontaire et puis celle qui dit bah non, je touche de l'argent comme ça sans rien faire, alors, je reste comme ça. Jusqu'alors, vous savez, il y a un tabou dans notre pays, on ne touche pas aux gens qui ne veulent pas retravailler. Voilà, pour l'instant, c'est là. Je pense que ça changera, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau qui fait que, très clairement, quand vous êtes sur des niveaux de salaire peu élevés, et que vous regardez des personnes qui, à côté de vous, sont attributaires d'allocations sociales, eh bien, vous finissez par vous demander parfois pourquoi vous vous levez le matin pour aller bosser. Et je pense que dans ce pays, nous sommes allés trop loin. Il faudra à un moment donné redéfinir ça. Mais c'est le législateur qui pourra faire cela. Nous, plus modestement, ce qu'on fait à Castillon, on propose à tous les demandeurs d'emploi de longue durée qui le souhaitent de retravailler dans le cadre de cette entreprise à but d'emploi. Et en 16 mois, on a créé 50 emplois. 50 emplois en CDI, temps partiel ou temps complet, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement toujours aptes à retravailler à temps complet. Et on remet ces personnes au travail. Je peux vous dire, parce qu'aujourd'hui, c'était la journée de la grève du chômage à Castillon. Ah oui, donc vous voyez la façon dont le travail peut changer la vie de ces personnes. Vous n'êtes pas là dans les discours... Est-ce que ces emplois sont exclusivement sur Castillon-la-Bataille ? Eh oui, ils sont exclusivement sur Castillon, parce que c'est une expérimentation nationale, et que Castillon a été la première commune de Gironde à expérimenter, parce que nous avons souhaité le faire, et avec le soutien des autres collectivités, on a pu obtenir cette expérimentation. J'ai mis 4 ans à obtenir cela. J'ai même, à l'époque, interpellé pendant la période des Gilets jaunes le président de la République très directement sur l'entrée de ma ville dans cette expérimentation, parce que je savais qu'elle correspondait à la réalité des personnes qui habitent ma ville. Et les travaux qui sont réalisés sont aussi des travaux très importants pour nous, parce que sur nos territoires, il y a des besoins sociaux très, très, très importants à couvrir. Et donc, les gens qui se remettent au travail, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font aujourd'hui la mise en place de composteurs pour les syndicats d'ordures ménagères, avec la fabrication et la menuiserie autour de ces mobiliers. Ils font le ramassage des mégots en ville pour toute une filière de recyclage qu'on est en train de mettre en place. On a plein de besoins non satisfaits sur lesquels, sincèrement, moi je préfère voir des gens se lever le matin pour aller aider des tâches d'utilité sociale que de rester chez eux à attendre que les allocations tombent, pour certains dans la dépression, pour d'autres dans les addictions, parce qu'en fait c'est ça la réalité du chômage de longue durée. Alors je ne suis pas un idéaliste, on ne remettra pas tout le monde au travail, j'entends souvent cela. Moi, je commence déjà par ceux qui ont envie de retravailler, qui sont dans la privation d'emploi, c'est-à-dire qui ont envie de revenir vers le travail, mais que les entreprises, classiquement, ou parce que leur handicap ne leur permet plus aussi, il y a une grosse partie de personnes qui sont handicapées, de reprendre des tâches classiques en entreprise. Voilà ce qu'on fait à Castillon sur le chômage. Merci, monsieur le maire. Alors, une petite pause. Je vous rappelle, ce soir, dans l'émission 58 minutes, je reçois monsieur Jacques Briat, qui est le maire de Castillon-la-Bataille. Je vous rappelle aussi, si vous avez envie d'écouter CLC Média, c'est très simple. Vous pouvez emporter CLC Média partout, puisque vous pouvez écouter notre radio sur votre téléphone. Il suffit d'aller chercher l'application sur Apple Store, par exemple, CLC Média. Et voilà, vous avez votre téléphone. Vous pouvez même le brancher en Bluetooth dans votre véhicule, parcourir 500 km, partir à l'étranger, vous avez toujours CLC Média. On n'arrête pas le progrès. Vous pouvez aussi nous suivre. Nous avons une chaîne télé sur YouTube qui, alors là, il faut mettre CLC Web Radio, hein, et vous verrez toutes nos émissions depuis le début, et quelques personnages, je dirais, oui, célèbres, que nous avons reçus. Dernièrement, nous avons reçu la sœur de Daniel Balavoine, par exemple, ici, à ce studio. Alors voilà, n'oubliez pas, CLC Web Radio sur YouTube. Monsieur le maire, donc on va parler maintenant de la communauté de communes. Vous la présidez, vous avez remplacé Gérard César.
Cette communauté de communes regroupe à peu près combien de communes? Même pas à peu près, combien de communes? Elle regroupe exactement 31 communes pour faire 19 500 habitants, avec la commune la plus importante, Castillon-la-Bataille, 3200 habitants, et la plus petite commune de Gironde, Bossugan, 40 habitants. Ah oui. Voilà, on va de 40 à 3200, voilà. Avec finalement... un représentant, 2 représentants par commune, ça dépend du nombre d'habitants. Mon prédécesseur avait eu la sagesse de prévoir qu'à minima, quel que soit le niveau démographique, toute commune serait représentée au sein de notre communauté de communes. D'accord. Donc même la plus petite commune est représentée par son maire au sein de l'intercommunalité. Et ensuite, vous connaissez le système, plus la commune est importante, plus elle a le droit à un nombre de délégués plus important. Et donc, en tout cas, toutes les communes sont représentées. Moi, je suis très attaché aussi à la représentation de chacune des communes parce que les intercommunalités sont souvent des intercommunalités de projet. Mais vous savez, la vie démocratique, la vie et l'attachement des habitants, c'est vers la commune qu'il va. Alors, est-ce que vous avez des projets particuliers sur cette communauté de communes ? Alors, on a de très beaux projets. D'abord, on a retravaillé ensemble notre projet de territoire. Ça a duré à peu près 6 mois. On a réécrit ce projet de territoire parce qu'il fallait le réinterroger après le départ de Gérard César, qui a été le fondateur de notre communauté de communes et quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous tous. Et donc, on a retravaillé notre projet de territoire et nous avons des projets très importants. Je vais en citer 2 pour vos auditeurs. Le premier, c'est un projet de centre d'interprétation à Saint-Michel-de-Montaigne, sur la commune de Montaigne. Un projet de 600 mètres carrés d'exposition. Alors évidemment, quand on parle de Montaigne, il faut donner à voir... Au château de Montaigne ? Non, dans le bas du village, à côté de la salle des fêtes, dans le bas du village. Donc 600 mètres carrés qui permettront d'accueillir un certain nombre de visiteurs et de touristes autour de la pensée de Michel de Montaigne, avec une muséographie, puisque évidemment, quand on parle de Montaigne, il faut donner à voir ce qui n'existe pas, hein, puisqu'il n'y a plus rien à voir sur Montaigne. Mais il y a l'œuvre de Montaigne. Il y a la tour, encore. Il y a l'œuvre de Montaigne. Et il y a la tour. Et donc l'idée, c'est que le centre d'interprétation soit une étape. Ensuite, nous aurons un auditorium et on va sans doute avoir un café philosophique à côté. Et on aura une station, plusieurs stations dans le village qui permettront de conduire jusqu'à la visite de la tour pour ceux qui pourront la visiter. Parce que vous savez que la particularité de la tour, c'est qu'elle est dans son jus. Hein, c'est ce qui fait son intérêt d'ailleurs, son authenticité. Mais elle n'est pas très facile d'accès pour un certain nombre de personnes, puisque on y monte avec un escalier très étroit. Et donc l'idée, c'est de permettre évidemment à ceux qui veulent visiter la tour, ce sera le moment magique de ces stations, de cette découverte de Montaigne, que de visiter la tour. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas la visiter, d'avoir accès à la pensée philosophique de Michel de Montaigne. On a un comité scientifique avec des collègues universitaires de l'université de Bordeaux-Montaigne, il l'a bien nommé, bien sûr, mais aussi des collègues qui sont aux États-Unis, notamment l'université de Chicago, qui développeront des projets scientifiques. Les Américains ont toujours été intéressés par Montaigne. C'est incroyable en fait. Ils sont parfois même plus passionnés par la pensée humaniste de Michel de Montaigne que les Français. Et donc, puis Michel de Montaigne, c'est l'humanisme, c'est la capacité à relativiser, c'est les guerres de religion, c'est une pensée qui est malheureusement extrêmement actuelle, et donc c'est intéressant. Vous tendez une perche du reste avec la bataille de Castillon. Oui, bataille de Castillon, magnifique. Castillon. Magnifique. Et ça m'a toujours surpris. Oui. La bataille de Castillon, c'est pas terminé à Castillon. Alors, c'est ce que disent les personnes comme vous qui me titillent, mais nous avons une autre approche que je peux développer très rapidement. Les historiens du Gressac, la société historique savante de Castillon, et notamment Maurice Friot, qui est notre historien local, nous disent que les choses ne sont sans doute pas aussi simples que ça. Parce qu'une grosse partie des conclusions qui conduisent à poser la bataille de Castillon en Dordogne, puisque c'est de ce dont il s'agit, est peut-être réévaluée historiquement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas de vestiges de la bataille de Castillon. On ne sait pas vraiment où elle a eu lieu. Et il y a eu probablement... On sait où est mort le général Talbot. Non, on ne sait pas, en fait. Le monument a été installé à un endroit où on ne sait pas où il est mort. Et donc, tous les travaux historiques qui ont été conduits ne sont que des travaux au regard de textes qui n'existent pas ou peu. Vous savez, il y a peu de commentateurs ou de chroniqueurs à cette période. Et donc, souvent, ce sont des chroniques qui datent de 10 ans, 20 ans, surtout 50 ans après. Donc, on ne sait pas exactement. Et donc, c'est pourquoi j'avais sollicité le sous-préfet de Libourne à l'époque, en 2014, pour qu'on fasse des fouilles.
en me disant finalement ça serait intéressant peut-être d'essayer de voir par les systèmes de carottage si on ne peut pas retrouver au moins quelques il y avait un gué, vestiges. Le pas de Rosan. Oui. Bon, là il y a peut-être justement des fouilles à exercer. Il est probable aussi que le Rieux-Vert et les petits ruisseaux, les petits ruisseaux qui sont là aient bougé et que finalement la frontière de ce qui a été le champ de bataille et ce qu'il est aujourd'hui en termes de répartition départementale ne soit pas là. Bon, ceci dit, peu importe, parce que finalement, sur cette bataille, il n'y a plus rien à voir non plus. Il n'y a pas de vestige de la bataille. Ce qui est formidable, c'est le spectacle de la bataille qui donne à revoir tout cela avec... Marc bien, qui a repris une certaine allure, parce qu'il y a eu un moment où quand même... nous avons connu des moments difficiles, je le concède. L'argent public a servi un petit peu quand même. Oui, il a servi, à mon avis, pas toujours à bon escient. Et donc, merci moi, j'ai dire. J'ai eu à cœur à partir de 2014, quand je suis devenu maire, qu'on remette de l'ordre dans la boutique, comme on dit. Et la grande satisfaction aujourd'hui par rapport à la bataille, au-delà du fait que le spectacle a évolué formidablement sur le plan artistique, ça on doit à Éric Le Collen, et puis aussi à la modernisation technique, les jeux de lumière, les aplats, enfin aujourd'hui on a la vidéo, on a des choses formidables. Mais cette bataille aujourd'hui, elle a un budget d'1,40 million, c'est ce budget de cette année. Sur 1,40 million, les collectivités sont présentes à peu près 100 000 euros, c'est-à-dire 10% du budget, mais elle fait autant, voire plus, désormais avec le mécénat des entreprises. Parce qu'il était nécessaire qu'à un moment donné, on sorte de ces oppositions complètement stériles et inadéquates. Il n'y a pas d'un côté les cultures publiques, d'argent public, les politiques culturelles, et de l'autre les entreprises. Moi, j'ai souhaité qu'on rénove la gouvernance. On a un collège entreprise, un collège bénévole, parce que sans les 600 bénévoles, il n'y a pas de bataille, mais un collège collectivité territoriale et un collège scientifique avec des personnalités qualifiées. Voilà, et la bataille, c'est devenu un projet de territoire. C'est pour ça que ça marche. Parce qu'on n'a pas tous autour de la table les mêmes visions, mais en revanche, on a un objectif commun, c'est de produire un spectacle de qualité. Et avec la CDC, vous avez un regard sur la bataille de Castillon? Oui, on a un regard, puisqu'on est évidemment financeur de la bataille. Je tiens à dire que la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais finance aussi, parce que vous savez que la particularité de la bataille de Castillon, c'est qu'elle a lieu à Belvès de Castillon, et pas à Castillon-la-Bataille, à une encablure de la ville. Et donc, je disais, les entreprises, et puis après, le reste... Nous avons ici, en terre cuite, pardonnez-moi, je vous en prie. Le château de la bataille de Castillon. Eh bien, très bien, formidable. Je suis donc particulièrement à l'aise dans vos studios et souligner que en fait, le succès de la bataille, on le doit essentiellement, évidemment, au travail acharné des bénévoles, à la qualité de l'encadrement technique et à la professionnalisation du spectacle. C'est aussi très important. Et tout repose, vous avez compris, sur la capacité à vendre les places de spectacle et à attirer les spectateurs. Et quand je vois les commentaires qui sont laissés sur les réseaux sociaux, franchement, chapeau aux bénévoles. Moi, je suis toujours très ému, d'ailleurs, à la fin de ce spectacle. Comme vous le connaissez, vous savez à quoi je fais référence, à ce moment où les bénévoles font une haie d'odeur au public qui sort, et cette chaleur humaine qu'il y a sur ce spectacle. Actuellement, le bénévolat, c'est pas ce qu'il a été. Depuis le Covid, il y a eu une transformation. Vous avez raison. C'est compliqué. D'ailleurs, on voit aussi des phénomènes d'épuisement chez certains bénévoles, parce que c'est souvent les mêmes bénévoles qu'on retrouve partout, bien sûr. Qui sont des bénévoles engagés dans plusieurs associations. Et donc, il faut souligner là, sans les bénévoles, il n'y aurait pas de spectacle de la bataille de Castillon. Mais on a aussi besoin de professionnels. L'éclairage, les cascades, la sécurité, les lumières. Bon. Alors, on revient 30 secondes sur les projets de la CDC. Quels sont? Alors, j'ai dit le centre d'interprétation Michel de Montaigne, 6,5 millions d'euros d'investissement qui seront largement financés par le département de la Gironde, le département de la Dordogne, parce qu'en fait, c'est un projet entre deux départements, la région Nouvelle-Aquitaine et l'État qui viendra financer tout cela. Je pense qu'on aura... Tout ça pourrait être mis en place quand? Alors, on présente la muséographie. Alors, d'abord, j'ai acheté les terrains, ça y est. Les terrains et la partie des maisons qui était nécessaire d'acquérir pour pouvoir réaliser le projet.
On est en train de terminer la muséographie, c'est-à-dire toutes les animations qui seront mises en place. On passera en début d'année sur les phases de scénographie, c'est-à-dire de la mise en place complète des animations. L'architecture du bâtiment avec un concours d'architectes que je vais présenter à la décision du conseil communautaire très prochainement en novembre. Et normalement, je devrais pouvoir avoir le bonheur de poser avec les partenaires la première pierre d'ici la fin de l'année 2024. D'accord. Ce qui fait qu'ensuite, eh bien, on aura une phase d'1 an ou deux de travaux. Allez, si on est raisonnable, 2026-2027, quoi, peut-être. Très bien. Voilà. Dites donc, ça va amener du monde, tout ça. Oui, ça. Et les routes. Ça devrait amener 28 000 spectateurs, enfin visiteurs, c'est ce qu'on. Aujourd'hui, il y a à peu près 14 000 visiteurs qui visitent la tour. On s'est fixé comme objectif de multiplier par 2, ce qui nous semble assez raisonnable avec les études qu'on a. Oui. On pense qu'on doit pouvoir le faire. L'idée, c'est aussi d'avoir un équipement qui ne soit pas un équipement déficitaire. Moi, je ne présente jamais d'investissement déficitaire, sauf sur des investissements où on sait par définition qu'on ne peut pas avoir des budgets excédentaires. Le deuxième projet de l'intercommunalité qui sera présenté en décembre, c'est un projet de centre aquatique. Vous savez qu'à Castillon-la-Bataille, la piscine a fermé. Elle a fermé en 2009. C'était un véritable crève-cœur. Mais on l'a fermé en accord avec notre président de communauté de communes à l'époque, Gérard César, parce que cette piscine communautaire était dans un état, disons-le, délabrement. Alors, elle était d'un excellent millésime, elle était de 1966. Je dis ça parce que c'est un millésime auquel je suis très attaché, mais elle avait l'âge de cet équipement. Donc on l'a fermé en 2009, et là on a donc un projet communautaire de recréer un centre aquatique avec une partie très accessible, très service public, apprentissage de la natation, ça c'est la partie natation, et à côté sans doute une partie bien-être, santé, de façon à avoir aussi la capacité de générer des revenus qui permettront d'équilibrer un exercice qui est par nature déficitaire, mais qu'il ne faut pas imaginer trop déficitaire, sinon ça sera un problème. On a un formidable atout à jouer. Je rappelle qu'entre Castillon et Libourne, il n'y a rien. Qu'entre Castillon, Sainte-Foy-la-Grande, Bergerac, jusqu'à Bergerac, il n'y a rien. Et si je prends dans l'autre sens la question, c'est la même chose. Vous allez à l'entre-deux-mer, il n'y a rien, etc. Donc, je suis persuadé, je le dis très clairement, parce que c'est rare que je sois, mais je suis persuadé qu'on aura la capacité à faire venir sur cet équipement, surtout s'il est de qualité, beaucoup de personnes qui vont au-delà du bassin de vie de notre communauté de communes, qui viennent des autres communautés de communes et qui viendront sur cet équipement. Ça, c'est un projet à 12 millions d'euros, donc c'est un projet très important. Et réalisable donc, sous combien de temps? Réalisable, je le présenterai au conseil communautaire pour la décision, mais on y a déjà beaucoup travaillé, pour une décision collégiale en décembre ou en janvier prochain. On a avec ça un plan pluriannuel d'investissement parce qu'il faut évidemment financer tout cela. Et si tout se passe bien, je pense que les choses se passeront correctement. En début d'année prochaine, on actera et on lancera le concours d'architectes. Voilà. Donc 2 projets très structurants. Pourquoi c'est très important aussi pour moi qu'on puisse remettre en place cette piscine? C'est la fermeture de la piscine, c'est un symbole très important du déclin de notre territoire. Parce que beaucoup de jeunes et de moins jeunes sont allés apprendre à nager dans cette piscine, puis c'est un lieu de rencontre. Alors évidemment, on a fait la plage à Castillon, on se baigne dans la Dordogne, etc. Très bien, mais on a besoin d'équipements structurants comme cela, et je trouve que c'est un formidable message qu'on envoie, que de dire qu'on est capable de remettre cet équipement en place, qui viendra compléter le programme de revitalisation de Centrebourg que j'ai évoqué tout à l'heure. D'accord. Bon, alors, pour conclure, on va revenir 30 secondes à la bataille de Castillon, puisque demain sort un timbre-poste sur la bataille de Castillon. Quelle émotion! Ah oui. À Boulazac, j'étais à Boulazac pour lancer l'impression de ce timbre. D'ailleurs, j'ai visité les usines Vous n'en avez pas eu un exemplaire là du genre? Non, j'en ai pas un exemplaire, mais je l'ai vu quand même, puisque j'ai signé la planche qui est la planche qui lançait le tirage. Donc une planche avec 2 timbres à 3,70 €, avec ce qu'on appelle une technique de taille douce, avec un graphisme qui est vraiment très très beau. Vraiment, je suis très très heureux.
C'est là aussi pas un gadget, le timbre, parce que c'est un produit vivant, il y a des personnes qui sont passionnées. Ça peut être un produit de communication. Il y a des collectionneurs, et c'est un formidable outil de communication. Je souhaite aussi, je l'ai dit à la bataille, qu'on puisse vendre le timbre et le proposer aux personnes qui viennent au spectacle, qu'on le mette dans les offices de tourisme, voilà, et puis il va voyager dans le monde, parce que c'est 2 timbres à 3,70 €, diffusion mondiale, donc on retrouvera peut-être des timbres Bataille de Castillon à l'autre bout de la planète, c'est génial. Voilà, donc je suis très, très satisfait que le PDG de la Poste que j'avais rencontré en 2015, j'avais sollicité, on avait monté un dossier, puis on n'avait pas été retenu. Là aussi, vous savez, il faut du temps. Et on a eu le bonheur d'apprendre l'année dernière que ce timbre verrait le jour. Donc c'est un très bel outil, très emblématique de la richesse de notre histoire. Monsieur le maire, nous avons dépassé un tout petit peu l'horaire, mais c'est absolument pas grave. Ici, on n'est pas France Inter, on n'est pas avec des oreilles, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Nous sommes une radio locale, hein, ouais. Et donc on peut déborder de quelques minutes. J'espère que ce moment aura été des plus agréables pour vous. C'est un excellent moment avec vous. Je n'ai pas vu le temps passer, vous savez, c'est un signe. Quand on ne voit pas le temps passer, c'est que les choses se passent bien. Bon, j'espère que nous allons nous revoir très bientôt. Nous, on attend des informations de Castillon-la-Bataille. Hein, donc... tout à fait disposé, hein, bien évidemment. Nous avons une excellente chargée de communication. Oui. Je pense qu'on va la solliciter pour qu'elle puisse vous donner régulièrement des informations, que vous puissiez... En plus, entre nous, Montcarré-Castillon, il faut quelques minutes. Vous êtes quasiment dans le bassin de vie, d'ailleurs. Un certain nombre d'habitants de Montcarré viennent régulièrement au marché de Castillon, faire les courses à Castillon. On est dans... Vous savez, au-delà des frontières départementales, des intercommunalités, de toute cette complexité institutionnelle, la logique du bassin de vie, c'est la plus belle des logiques, puisque c'est celle qui fait que les gens se rencontrent. Merci, monsieur le maire, monsieur Jacques Brillat. Et je vous rappelle que vous pourrez suivre cette émission dans 3 jours peut-être, sur notre chaîne télé YouTube. N'oubliez pas, CLC Web Radio, et vous pourrez réentendre. Je vous dis aussi, monsieur le maire, je vous le précise plutôt, c'est que cette émission sera rediffusée vendredi après-midi à 14h, 15h, à chaque fois je me trompe. Donc rediffusion de cette émission à 15h vendredi et dimanche aussi à 18h. Voilà. Merci pour votre invitation. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt.